Si vous êtes fan de manga ou d'anime, les termes shonen, shoujo ou encore seinen vous sont forcément familiers, mais savez-vous vraiment ce qu'ils veulent dire? Certains les considèrent comme des genres, mais en réalité c'est une catégorisation par cible éditoriale qui nous vient tout droit du Japon. Mais si loin de leur pays d'origine, est-ce que ces termes ont toujours un sens en France? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant d'en arriver à la France, il faut bien remettre les choses dans leur contexte et comprendre d'où viennent ces termes. Durant l'après-guerre, le mangashi, ou magazine de prépublication, s'est développé face à la demande grandissante de distractions bon marché. Généralement mensuels, ils étaient disponibles dans les bibliothèques de presse spécialisées, qu'on appelle le kashion. Et pour nous parler de ce petit morceau d'histoire, j'ai fait appel à Valentin Paco, un journaliste spécialisé en manga. Si on se replace dans l'époque, donc ce qui s'est passé, c'est que Shogakukan, cette grande maison dans les années 50, on sort de l'occupation américaine, on commence à avoir un boom économique et on commence à avoir le manga qui gagne ses lettres de noblesse. Et par là, j'entends de manière économique. Hein. Le Japon est un pays hyper capitaliste. Ce qui compte, c'est l'argent, les boudoufs, la thune. L'artistique passe aussi, mais après, quand on est une industrie, c'est vraiment la garantie de l'argent qui compte. Donc on est dans une ère d'expansion économique et le PDG de Shogakukan sentant le coup venir, il se dit eh ben, écoutez, on va lancer un magazine de manga pour jeunes garçons. Là, il vise l'école primaire hein, et ce sera le Shonen Sunday. Sachant qu'on a eu avant des magazines pour adultes, mais l'industrie a explosé et financièrement, on a commencé à parler de ces segments à partir de la sortie des hebdos pour garçons. En bref, le manga envahit absolument tous les espaces de vente. Librairies, kiosques, distributeurs automatiques et supérettes ouvertes 24 heures sur 24. La situation est telle que dans les années 90, le marché du manga rapporte jusqu'à 3 fois plus de profit que celui du cinéma. Ouais, c'est pas rien. Donc, première info ultra importante, c'est que le manga passe tout d'abord par une prépublication dans des magazines dédiés. La première étape est donc la publication par chapitre, de manière hebdomadaire, mensuelle ou encore bimensuelle, en fonction du rythme du magazine dans lequel il va apparaître. Et c'est aussi en fonction de celui-ci que va être définie la cible éditoriale. Et oui, ces termes shoujo, shonen, seinen, josei, tout ça là, ça dépend du magazine de prépublication. Et dans les plus connus, le Weekly Shonen Jump ou encore le Weekly Shonen Sunday, qui sont tous deux des magazines qui vont donc s'adresser à un public masculin. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on vise d'abord les garçons? Eh bien, outre l'aspect économique, qui fait que généralement l'argent de poche va aller d'abord dans les poches de l'aîné garçon, eh bien Valentin Paco nous donne une autre raison. Tu cherches des sponsors. Quand tu publies un magazine, tu as des pages de pub. Les sponsors de l'époque, massivement aussi d'ailleurs par la suite dans les dessins animés, c'est les fabricants de jouets. Ce qui marche beaucoup, c'est la science-fiction et les robots. C'est vraiment à cette époque, c'est ce qui cartonne le plus. D'accord. Ça, c'est quand même des jouets. Me tombez pas dessus, c'est pas moi qui l'ai décidé. Hein, à cible pour garçons. Et donc on arrive comme ça avec ces magazines pour garçons. De toute façon, et puis c'est même sociétal aussi, tu vois, c'est une société très patriarcale, le Japon. Et donc voilà, donc là tu as ce début de concept vraiment de dire pourquoi est-ce qu'il faut des magazines genrés. Et donc oui, dès le début, la cible éditoriale représente simplement un outil d'optimisation des profits. On revient sur ces genres qui sont pilotés de manière éditoriale par rapport à une cible, et une cible marketing qui en fait revient à la cible des publicités qu'on veut lui claquer. En gros, c'est plus facile de vendre des produits de beauté, de cosmétiques, si on met nos pubs dans des magazines à destination de filles. Voilà, surtout dans une société qui est encore très à cheval sur les normes genrées. Sauf qu'en France, nous, on n'est pas du tout familier avec ce système de prépublication. C'est un peu obscur tout ça. Puisqu'en effet, les mangas arrivent chez nous directement au format relié, ce qu'on appelle les tankobon, qui généralement regroupent 6, 10, voire parfois 12 chapitres d'une même œuvre. Là où un magazine comme le Weekly Shonen Jump va publier une vingtaine de séries différentes à chaque nouveau numéro. Notons tout de même qu'il y a eu quelques tentatives de s'inspirer du format de publication japonaise et de suivre en fait tout ce schéma-là.
avec notamment le Krikitu, dans lequel on pouvait lire Golgo 13 entre 78 et 81, ou encore le Kamea des éditions Glénat entre 1994 et 1998, dans lequel on pouvait retrouver Crying Freeman ou encore Mermaid Forest, deux séries qu'on verra par la suite publiées en format relié chez le même éditeur. À ce moment-là, dans l'Hexagone, nous, public français, on est habitués à un type de BD, la franco-belge. Et si elle est historiquement adressée à un public jeune, il y a depuis toujours des mangas pour tout âge, tout sexe, tout genre et sur tous les sujets. Et donc, il est temps de faire un petit peu un topo sur tout ça, puisqu'il existe 5 grandes classes démographiques. Le Kodomo, pour un public d'enfants sans distinction de genre. En gros, tes parents, tu achètes le Korokoro Comics, tu es safe à 100%, il n'y aura pas d'allusion sexuelle, pas de choses traumatisantes, et au-delà de ça, il y aura même souvent une valeur éducative. C'est le cas notamment avec le manga Doraemon qui va t'apprendre à faire les maths. Ensuite, on a évidemment le très célèbre, le très démocratisé Shonen, qu'on connaît bien, qui va s'adresser à un public jeune masculin, entre guillemets adolescent, alors à partir de l'école primaire, donc 10-11 ans, jusqu'à début de lycée, 15-16 ans environ. Le shoujo va être son pendant féminin, même tranche d'âge, plus ou moins entre 10 à 15-16 ans, mais cette fois-ci pour les jeunes filles. Ensuite, on a évidemment le seinen, pour un public masculin cette fois-ci adulte, donc a priori à partir de 17-18 ans. Et en face, on a le josei, qu'on connaît d'ailleurs beaucoup moins aussi en France, qui va du coup s'adresser à un public adulte féminin à partir de 18 ans également, environ. Il existe aussi d'autres cibles qu'on connaît quasiment pas en France, le Reidisu, le Seijin, sur lesquels on va pas vraiment s'attarder dans cette vidéo, mais en gros c'est pour adultes plus. Et parmi ces différentes grandes cibles, donc cibles démographiques, qui ont pour but de délimiter un champ marketing éditorial, on veut s'adresser à une partie de la population pour faire en sorte que les pubs qu'on va placer dans notre magazine puissent mieux se vendre et un meilleur impact finalement, et ben il y a ce qu'on appelle des genres. Et oui les amis, cible éditoriale n'est pas égale genre, c'est bien deux choses différentes puisque on a par exemple l'aventure, la romance, la SF, l'horreur, le sport, tout ça ce sont des genres qui peuvent être présents dans toutes les cibles éditoriales. Donc on peut se retrouver avec des shonen de romance, on peut se retrouver avec des seinen de fantasy, on peut se retrouver avec des shoujo d'horreur. Tout ça, donc, ce sont des genres et on peut évidemment les retrouver de manière très naturelle dans absolument toutes les cibles éditoriales. Il n'y a pas de barrière là-dessus, c'est pas parce que c'est de la romance que ça va forcément se faire dans le shoujo, c'est pas parce que c'est de l'action que ça va forcément se faire dans le shonen. En fait, c'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Mais si on en revient à l'origine, on peut naturellement se poser la question de comment on définit la cible éditoriale. Maintenant, on sait que les magazines de prépublication en sont à l'origine, mais du coup, qu'est-ce qui détermine qu'un titre apparaisse plutôt dans un magazine seinen qu'un magazine shonen? En réalité, y a-t-il des codes propres à chaque cible éditoriale? Tu as ce contrat moral entre l'éditeur et le lecteur. Mais l'inconvénient, c'est que tu as aussi du coup un contrat éditorial qui peut sembler contraignant. Tu vois, j'ai parlé de l'explosion de Dragon Ball, et bah, la presse qui était trop forte pour son époque, dans le sens où après Dragon Ball, tout le monde a dit waouh, il faut que toutes les histoires pour les garçons, il y ait 5 gars, un mec un peu beau gosse, efféminé, un mec un peu con, un mec taciturne, ténébreux, qu'on croit d'ailleurs qu'il est méchant au début, puis finalement il devient gentil. C'est là que les codes, en fait, tels qu'on les connaît, apparaissent. Bah, malheureusement, parce que c'est des clés de succès, et clés de succès par répétition, tu essayes de dire on va faire pareil. Tu vois, le fameux tournoi, waouh, putain, combien de shonen ont... C'était un passage obligé en fait. Complètement. Bon, faut bien comprendre que ces codes, ces tropes, ces clichés, ils s'inscrivent dans une époque où le marché du manga est extrêmement concurrentiel. Il faut alors sécuriser au maximum la potentielle vente et pour ça, on copie ou au moins on s'inspire fortement de ceux qui fonctionnent le mieux. Voilà comment on en arrive à associer le shonen au shonen neketsu, neketsu qui est un genre, attention, et à penser que le shonen neketsu est le seul genre de shonen qui existe. Voilà, ça, je pense qu'on l'a tous entendu, que si c'est pas du neketsu, donc en gros, si c'est pas une copie de Naruto, One Piece, Bleach, Black Clover, Fairy Tail, bah c'est pas vraiment du shonen, tu vois. Et heureusement, les mentalités changent un petit peu et on comprend de plus en plus que c'est complètement faux et ça n'a aucun sens de dire ça. Mais pendant longtemps, on a eu cette
mentalité, cette idée un peu fausse, hein, finalement, très fausse même, que le neketsu, c'était forcément du shonen et que le shonen était forcément du neketsu, de la même manière qu'on associe le shoujo à la romance et la romance au shoujo. À un moment, le shonen neketsu, on le voyait revenir en masse, tout le temps, parce que c'est ce qui fonctionnait, c'est ce qui avait du succès, donc forcément, on en voyait partout, parce qu'on allait choper les titres qui allaient fonctionner. Et généralement, c'était des inspirations d'autres titres qui eux-mêmes fonctionnaient. Et donc, on a eu toute une flopée de mangas qui se ressemblaient beaucoup. Malgré tout, ça n'invalide pas le fait que Ranma 1/2, Yotsuba ou encore Touch soient tous les trois des shonen, alors que ce sont des school life, des comédies ou du sport. L'école emportée est un shonen, alors que c'est de l'horreur. Bref, comme je vous le disais, cela ne dépend uniquement du magazine dans lequel le manga va être prépublié. Les codes, ils sont assez visibles dans les mangas pour garçons, mais c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard dans les magazines pour filles, les magazines shoujo notamment. En fait, tout ça, ça a un peu brimé la créativité, ce qu'on a vachement moins ressenti pour le coup dans l'univers du shoujo et du josei. Parce qu'il y avait moins de codes ou qu'est-ce qui explique? Beaucoup moins de codes, Ouais. complètement. Alors au début, tu as dû avoir des femmes des autrices, parce que c'était principalement des femmes, quand même, faut le connaître, qui se sont battues pour avoir cette espèce d'indépendance éditoriale, pour dire, mais nous, on peut faire de la hard SF dans un manga pour femmes. Nous, on peut faire du fantastique. Nous, on peut faire de la fantasy. Nous, on peut faire de la tranche de vie. Nous, on peut faire de l'age gap. En fait, il y a une certaine liberté qui se ressent dans les magazines shoujo, j'ai l'impression. Ouais, alors elles ont été le chercher avec les dents. Quand tu écoutes quand même les témoignages, tu avais beaucoup d'éditeurs qui étaient réticents au début. D'accord. Et puis elles ont réussi à s'imposer, on les remercie. On cite souvent El Famoso groupe de l'an 24. Oui, tout à fait. Parce que c'est elles qui ont fait les premières percées. C'était pas les seules dans leur coin. Ouais. Mais si tu regardes avant, à ce moment-là, tu avais un peu le même... tu commençais à avoir le même piège. Le piège, c'est peut-être trop négatif. Tu commençais à avoir des dogmes qui naissaient aussi dans le monde du shoujo. Et si tu regardes tous les ersatz de Candy, si tu regardes tous les ersatz de Magical Girl à l'époque, ou même si tu regardes un de mes préférés de cette période, et qui est complètement dans les canons, dans ce qu'on appelle les canons du genre, Glass no Kamen, donc Laura ou la passion du théâtre, tu es sur une fille qui doit être de pauvre famille, ou alors qui était riche mais qui est tombée dans la pauvreté, comme Princesse Sarah, des fois en adaptant très fortement les textes originaux d'ailleurs, qui flash sur un dandy qui va être un bienfaiteur mais qui va rester un peu caché, aussi parce qu'il est vachement plus vieux qu'elle, qui va avoir plein d'adversaires, qui va finir par devenir ami avec certains de ses adversaires qui étaient pourtant les plus féroces. Ça, c'est des tropes que tu retrouves dans tous ces titres shoujo mainstream de l'époque, parce que c'est ce qui marchait, et il fallait cocher des cases. Donc tu avais une éditorialisation qui était très bingo, tu vois, tu avais une espèce de checklist à faire. Et vous allez voir que même ces magazines de prépublication, on peut les remettre en question. Et ça, avec deux exemples. Le cas de Vinland Saga et celui de JoJo's Bizarre Adventure. Vinland Saga est d'abord publié en avril 2005 dans le Weekly Shonen Magazine, avant d'être déplacé moins d'un an après le début de sa parution dans le Monthly Afternoon en décembre 2005. Vinland Saga a donc d'abord été un shonen, puis est devenu un seinen, puisque c'est évidemment le public visé par l'afternoon. Dans le cas de JoJo, c'est un peu différent, puisque le manga, je pense que vous le savez, il est divisé en parties, en arcs narratifs bien distincts. Le manga va donc commencer sa publication dans le Weekly Shonen Jump entre 1986 et 2004, et à partir de 2004, alors au tout début de l'arc Steel Ball Run, l'œuvre va subir un changement de direction éditoriale et être transférée dans l'Ultra Jump, qui est plutôt axé seinen. Ainsi, est-ce qu'on peut dire que JoJo's Bizarre Adventure peut se targuer d'avoir les deux cibles éditoriales shonen et seinen? En quelque sorte, oui. Alors, pour expliquer ça, il y a plusieurs cas. Le premier, l'auteur est dans un magazine un petit peu en perte de vitesse. Le magazine ne fonctionne plus très bien, n'a plus beaucoup de lumière, par contre l'auteur est toujours très populaire. Lui, c'est limite ce qui fait vivre le magazine, en tout cas ce qui le tient en haleine. Et
Pour éviter en fait de faire plonger l'auteur dans la chute du magazine qui est en perte de vitesse, et ben on va le faire basculer dans un autre magazine. Et à ce moment-là, on peut basculer sur un magazine du même type, Shonen Shonen ou alors Shonen Seinen par exemple. Le deuxième cas, et c'est celui qui est quand même le plus probable d'être à l'origine de Vinland Saga et de son changement éditorial, c'est lorsque un auteur ne peut plus tenir son rythme de parution. L'auteur n'arrivant pas à tenir ses délais en hebdomadaire, donc c'est-à-dire que chaque semaine il doit rendre un chapitre, et ben il va basculer dans un autre magazine tout simplement et qui va potentiellement passer en mensuel. Donc il va basculer d'un magazine shonen à seinen. Mais la raison est simplement que les méthodes de travail, son rythme de travail devait évoluer. On devait lui laisser plus de temps pour qu'il prenne voilà, un petit peu plus ses aises sur l'écriture de ses chapitres. Alors certes, la cadence va être différente, il n'aura plus à rendre un chapitre par semaine, mais le chapitre sera un petit peu plus gros, par exemple. Mais du coup, en un mois, tu as peut-être un peu plus le temps de le travailler, de faire quelque chose, de rendre quelque chose dont tu es fier. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment une question purement de rythme de parution. Point. Et c'est probablement le cas de Vinland Saga. Il reste un dernier cas, le troisième, qui est beaucoup plus rare, mais c'est intéressant de le noter parce qu'il remet quand même un petit peu plus la place de la cible éditoriale au centre de l'attention. Dans le cas où un mangaka va faire évoluer son scénario de manière beaucoup trop importante, de manière beaucoup trop différente. Il y a un moment où le contrat éditorial, donc le contrat moral et éditorial dont parlait Valentin justement avant, n'est plus respecté. C'est-à-dire qu'il y a quand même une envie de s'adresser, même si c'est une très grande planche de la population, il y a quand même une envie de s'adresser à une partie de la population. Exemple, les shonen, les enfants les jeunes garçons de 10 à 15 ans. Or, quand ton œuvre va tellement dans une direction où on sent que tu veux plus t'adresser à la même catégorie de personnes, et ben là on peut procéder à un changement de magazine pour un magazine qui soit plutôt seinen, par exemple. C'est très rare, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Souvent, c'est plutôt pour des questions où l'auteur, par exemple, veut voilà, changer un peu son typologie d'histoire dans une moindre mesure. Par exemple, changer l'âge de ses protagonistes. Ça, c'est quelque chose qui est possible lorsqu'on passe d'un magazine à un autre. Si par exemple, on est en shonen, on passe en seinen. De même pour le shoujo aussi, qui va passer en josei, même si c'est un peu moins le cas. Ou alors, changer de magazine, c'est aussi trouver un nouveau public. Chercher une autre lumière, essayer à attirer d'autres gens sur sa série, c'est chercher un nouveau souffle finalement. Donc c'est tout autant de raisons qui sont plausibles, entendables, mais du coup qui nous font bien nous rendre compte que la cible éditoriale en tant que telle, comme on l'imagine, elle n'est pas aussi sacralisée qu'on le pense. Et peu importe la raison, en réalité, le système éditorial japonais, des magazines de prépublication, ça fonctionne un peu comme de la presse. Et c'est ce que nous explique le directeur éditorial de la collection Renard Doré, Rémi Ingilterra. Nous, on a l'idée de la bande dessinée qui est de l'art, etc. Au Japon, on n'en est pas encore là. Honnêtement, pour en discuter régulièrement, c'est pas le cas. Alors il y a quelques auteurs évidemment qui sont dans cette lignée-là, qui ont cette vision-là, qui travaillent un peu en artisan, tu vois, qui n'ont même pas d'assistant, etc. Mais c'est pas la norme. La norme, c'est l'industrie. C'est l'industrie. C'est ça, c'est faire de la thune et voilà. C'est comme une industrie. En fait, c'est une industrie culturelle mondialisée, tu vois, et comme toute industrie de cette taille-là. L'idée, c'est d'être rentable. Maintenant que le contexte au Japon devient beaucoup plus clair, il est temps de s'attaquer au gros morceau de cette vidéo, l'importation de ces cibles éditoriales en France. La France, c'est 40 millions de mangas vendus en 2023. Un livre sur 7 est un manga en 2022, autant de stats qui permettent vraiment de comprendre très rapidement la place qu'occupe la BD japonaise en France et comment et à quel point ça a été démocratisé chez nous. Mais lorsque le manga arrive en France dans les années 80, c'est pas du tout la même chanson, hein. Ça vient tout juste de commencer, on sait pas trop ce que c'est et aussi on fait les choses un peu dans le mauvais ordre. C'est-à-dire que nous, on commence à découvrir les animés. Et aux dernières nouvelles, les animés, ça n'a pas de cible éditoriale. Alors au tout début, on n'utilise pas du tout les termes shonen, shoujo, josei, seinen. Alors ça, walou, rien du tout. Et c'est normal, hein, parce qu'au début, l'idée, c'est de découvrir les mangas dont
il y a eu une adaptation en animé à la télévision. Les premiers mangas qui sortent chez nous se basent évidemment sur ce qui passait au Club Dorothée, par exemple. La pub et le marketing étant déjà fait, le travail est quand même assez simplifié. L'idée, c'est d'aller avant tout chercher ce public qui a grandi avec le Club Dorothée et lui vendre les mangas dont ils ont vu l'animé. On n'appelait pas du tout ça l'animé à l'époque, hein, mais dont ils ont vu le dessin animé, le truc qui passait à la télé, et c'était la première manière de vendre du manga en France. Alors, durant les 4-5 premières années, faut savoir que même le manga n'est pas du tout publié en lecture de sens japonais, il est publié dans le sens français, et il va falloir attendre que la BD japonaise telle qu'on la consomme aujourd'hui débarque voilà, dans son format originel pour que ensuite le système de catégorisation suive. Les premiers titres sortent, le manga fait officiellement ses débuts en France en tant que tel. Alors à ce moment-là, le but des cibles éditoriales, c'est de guider les lecteurs et surtout les libraires. Et donc à ce moment-là, forcément, si ton offre elle est plus grande, tu vas devoir commencer à la catégoriser. Et surtout, tu vas devoir commencer à la catégoriser, pourquoi? Pour aider les libraires, qui sont ton premier vecteur de croissance et de vente. Parce qu'au tout début, les premiers mangas, tu les vendais dans les boutiques spécialisées. Hein. Tu avais une diffusion en librairie qui était quasiment nulle. Hein. Et voilà, donc tu avais très peu de place, quoi. Et donc ceux-là, ils ne sont pas forcément des vendeurs. Déjà, qui connaissaient les mangas. Maintenant, beaucoup plus. Donc il fallait les aider. Alors, ces termes, ils sont donc propres à une classification japonaise. Ils ont été créés afin de correspondre à une ligne éditoriale japonaise qui s'ancre dans les tendances, les coutumes, les traditions ou encore la politique du pays. Or, la France est un pays très différent dans son mode de fonctionnement, dans ses thématiques phares ou encore dans sa culture. Il arrive donc que des stéréotypes de genre, le rapport à la violence, le rapport au sexe par exemple, ne soient pas du tout considérés de la même manière, avec la même intensité, que dans son pays d'origine, au Japon. Ainsi, on va assister à des ajustements de la part des maisons d'édition, puisqu'il va falloir réadapter des œuvres qui ne nous sont pas adressées en premier. Et souvent, quand on entend les mangaka parler, ils sont très étonnés que le manga puisse passer autant de frontières jusqu'à arriver en France et que ça plaise au public français. Le travail notamment de traducteur est très important dans le manga, enfin dans l'industrie du manga, parce que tout cet humour qui parfois va être tellement japonais que un Français va pas du tout comprendre, et il y a tout un travail de réadaptation pour le proposer à un public français, mais en garder quand même l'essence, mais quand même le faire comprendre au public français et qu'il l'apprécie. C'est un peu la même chose avec les cibles éditoriales, c'est-à-dire que on n'a pas la même vision des choses sur beaucoup d'aspects, et donc certaines maisons d'édition estiment que certains titres qui s'adressent peut-être à un public adolescent masculin au Japon ne peuvent pas s'adresser au même public ici. La collection Renard Doré aux éditions Rue de Sèvres du groupe L'École des Loisirs a fait le choix de s'adresser à un jeune public, à la jeunesse. Et très vite, son directeur éditorial s'est vraiment rendu compte de la différence entre le marché japonais et le marché français, et il nous l'explique justement. Le marché du manga jeunesse au Japon n'est pas du tout le même qu'en France. On n'a pas du tout la même vision de la littérature jeunesse que l'ont les Japonais. Il y a une volonté de faire de la littérature, en fait, hein, autant être clair, hein, parler avec des mots qui sont très clairs. Il y a une volonté de faire de la littérature en France qu'on n'a pas au Japon quand on s'adresse à cette branche, à cette tranche d'âge. Vraiment pas. Alors, déjà parce que le manga, de manière générale, au Japon, c'est considéré comme une industrie, c'est du divertissement. Quoi. On est encore bien là-dedans. Hein. Donc même pour les adultes, voilà, on est quand même bien là-dessus. Et alors là, quand on s'adresse aux enfants, souvent on a des titres vraiment qu'on ne pourrait pas proposer en France parce qu'ils sont vraiment pas adaptés au public. C'est pas du tout leur lecture. Alors ça s'applique au Kodomo, hein, bien sûr, parce que c'est son exemple à lui, mais ça peut aussi s'exporter dans le shonen, le seinen, le shoujo, le josei, d'une toute autre mesure, on va dire. C'est ainsi qu'on arrive au cas de l'Attaque des Titans. Publié chez Pika, son directeur éditorial, Mehdi Ben Rabat, explique que même si le titre s'adresse à toutes les tranches d'âge, il ne le conseillerait évidemment pas aux plus jeunes. Ainsi, le fait que le titre soit labellisé shonen au Japon pose problème, car du coup, de facto, ça va s'adresser plus ou moins à un public à partir de 10 ans.
ce qui est un peu jeune pour lire l'Attaque des Titans. Donc cette maison d'édition a fait le choix de basculer l'Attaque des Titans dans une cible seinen, qui du coup sous-entend qu'on va l'adresser à un public un peu plus âgé, pas forcément adulte, hein, parce que forcément, vous allez le voir, mais les termes ont été un peu remaniés. Mais déjà, de sous-entendre que c'est pas pour un public très jeune. On le lit pas avant qu'on est au collège, c'est ça. Le sous-entendu derrière. Et d'une certaine manière, on a l'impression que ce choix il a été fait de manière préventive, un peu pour vraiment éviter que, voilà, on veut pas que le titre se retrouve dans les mains de personnes qui ne sont peut-être pas préparées à ça, alors que ça pourrait les choquer, alors que ça pourrait être un peu traumatisant. Sur certaines scènes, hein, si vous avez lu l'Attaque des Titans, vous avez regardé l'Attaque des Titans, c'est pas une œuvre, quoique un peu édulcorée sur quelques aspects par rapport à un Berserk, c'est pas une œuvre qu'on peut proposer à des très jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que moi je l'interprète, et c'est comme ça que le choix est un peu justifié. Un autre exemple tout aussi parlant, c'est le cas des Junji Ito chez Mangetsu. Lorsque Sullivan Ruo, ancien directeur éditorial de Mangetsu, explique que Tomie regorge d'images beaucoup trop violentes pour l'adresser à un public d'adolescentes, est-ce qu'on peut le blâmer? On pourrait arguer sur Tomie, que le fait que Tomie a été publié effectivement dans un magazine shoujo au départ, il s'avère que quand tu as lu Tomie 2 et Tomie Again, c'est-à-dire la deuxième et la troisième partie, c'est plus vraiment un shoujo du tout en fait. Au début, je veux bien l'entendre, mais c'est plus vrai après. Il y a des images beaucoup trop violentes pour les destiner Tomie à un public de jeunes filles. Donc je le rappelle, shoujo quoi, littéralement. En fait, on comprend à quel point certaines choses du Japon qui paraissent normales là-bas, parce qu'en fait au Japon, tu y vas et tu te rends compte que l'horreur, bah c'est majoritairement un genre qui s'adresse à des jeunes filles, à des adolescentes, tu vois. C'est quelque chose qui est apprécié par les adolescentes. Et donc, dans les mœurs, l'horreur, c'est pour les adolescentes. C'est pour ça que c'est majoritairement lié au shoujo. Mais ici, c'est un peu déconnecté de notre réalité. Quand on parle horreur, franchement, il faut y aller pour que des petits loulous regardent ou consomment de l'horreur, quoi. Donc, on comprend qu'il y a un petit peu cette volonté finalement, d'adapter tout simplement le lectorat de Tomie, en fait, de l'adapter à un lectorat français qui forcément va pas avoir les mêmes mœurs. Et pour appuyer ça, le directeur éditorial de la collection Renard Bray nous donne un exemple assez similaire. Alors au tout début, quand on cherchait des titres, quand on a dit ben voilà on va faire une collection jeunesse, etc. Et qu'on commençait à dire ben tiens il y a ça qui nous intéresse, je sais pas par exemple La Forêt Magique d'Oshigahara pour cibler à peu près, ça a été publié dans le Nemuki et Nemuki Plus, qui sont des magazines de Asahi Shimbun, dans lesquels sont prépubliés les mangas de Junji Ito par exemple, pour arriver à avoir une idée de la chose. Bah, pour nous c'était assez évident que La Forêt Magique d'Oshigahara elle pouvait sortir en jeunesse en France sans souci quoi. Mais c'est vrai que au départ, quand on discutait avec les éditeurs japonais, il y avait une sorte de questionnement qui se disait mais, ok, on veut bien vous passer les droits de ce titre-là, mais pour nous c'est pas de la jeunesse. Pour nous, ça s'adresse à des femmes adultes, par exemple. On dit ok. Au début de la discussion, c'était ok. Au Japon, c'est comme ça, mais nous, on estime que en France, on va pouvoir toucher notre lectorat jeunesse, plus évidemment le lectorat adulte. Quoi. Ça l'élimine pas le lectorat adulte. Et en gros, dans ce cas-là, les maisons d'édition, elles ont la difficile mission de pouvoir trouver un compromis entre proposer le titre en France et respecter son audience de base, qui va être la cible éditoriale qu'on lui accole une fois qu'il est publié dans un magazine, mais aussi faire en sorte que le titre trouve justement son public. Il faut bien comprendre que le but d'une maison d'édition, c'est de vendre, c'est de faire de l'argent, c'est de vendre un produit, c'est de pouvoir faire en sorte de trouver la meilleure stratégie pour que son produit, son titre, ce manga puisse se vendre. Et si la réalité du marché est que passer Tomie en seinen pourra booster les ventes, pourra faire en sorte que des gens soient moins repoussés ou que du coup à terme le manga soit plus vendu par là, plus de monde se retrouve entre plus de mains, c'est ce qui malheureusement va être fait. Mais de manière générale, la question du changement de cible éditoriale, quoi qu'on en pense, elle n'est pas si évidente que ça. Et c'est ce que nous explique Nico des éditions Château lors de mon space Twitter sur le sujet des cibles éditoriales bien sûr. Dès qu'on peut, on essaie de rester au plus proche de la cible éditoriale japonaise. À la fois, entre guillemets, parce qu'on travaille avec des partenaires et s'ils l'ont mis dans ce magazine-là, on considère qu'ils l'ont réfléchi.
Alors on sait que c'est pour des raisons marketing, mais on essaye de s'y coller. Et si vraiment on voit que derrière il y a une raison pertinente pour changer entre guillemets un manga de cible éditoriale, alors à ce moment-là on le fait. Le problème c'est qu'en faisant ça, on se pose énormément de contraintes. Effectivement, il y a beaucoup moins de liberté dans l'action en termes de communication, en termes même de relations avec nos commerciaux pour essayer d'expliquer le manga, quand derrière on est un peu clivé dans une cible éditoriale. Mais donc, vous vous en doutez, ces changements de cible éditoriale ne plaisent pas à tout le monde, ne plaisent même à personne finalement sur le territoire français, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de shoujo. Ah, le shoujo. C'est un sujet qui est épineux, hein. La question du shoujo en France, c'est probablement une des cibles éditoriales qui souffre le plus de stéréotypes, de clichés. Et depuis le hashtag Libérer les shoujo, il y a maintenant quelques années, eh ben, il y a certaines problématiques, un certain nombre de problématiques qui ont été mises au devant de la scène en France, qui ont été partagées par une partie de la communauté. En gros, pour pas refaire l'histoire non plus, mais un manque de communication sur les titres shoujo. Un manque de propositions de goodies, de propositions de collector et finalement de produits dérivés autour d'une série shoujo. Un budget marketing quasiment inexistant. Là, on voit des gros lancements de shonen à l'Olympia, dans des pop-up stores ou je ne sais sur quoi, la bibliothèque François Mitterrand. Enfin, voilà, ce genre de gros lancements. Bah en fait, le shoujo ne peut pas se targuer d'avoir les mêmes... Voilà, les mêmes lancements, tout simplement. Et donc, face à tous ces enjeux, que je simplifie énormément, hein, je ne rentre pas dans le dur du sujet, mais il faudrait en vérité y dédier une vidéo complète, tellement le sujet voilà, est particulier. Mais pour vulgariser, en fait, défendre le shoujo aujourd'hui en tant que cible éditoriale, c'est un sujet qui est à part du kodomo, du shonen, du seinen, pas du josei, parce que du coup je l'englobe dedans. C'est un sujet qui est à part, c'est devenu en fait un combat politique. C'est devenu du militantisme féministe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lecteurs de shoujo, de lecteurs et de lectrices de shoujo, qui ont besoin que le terme shoujo, entre guillemets, reste là, soit présent, justement pour pouvoir le travailler, pour pouvoir le mettre en avant, pour pouvoir justement en discuter et essayer de briser toutes les barrières qu'il y a autour du shoujo. Donc pour ces personnes-là, en fait, arrêter les cibles éditoriales viendrait, entre guillemets, à masquer tout ce qu'elles essayent de mettre en place, ou tout ce qu'ils essayent de mettre en place, justement pour pouvoir les mettre en avant. Ouais, il y a un vrai malaise de la part de la communauté shoujo vis-à-vis du traitement de cette cible éditoriale en particulier. En fait, c'est compliqué parce que si on vend les choses comme des shoujo quand ça en est, bah, y a forcément une partie du public misogyne qui va juste pas s'y intéresser. Mais quand c'est l'inverse, nous, après, on va pas vouloir s'intéresser à un truc qui était fait pour nous à la base, mais qu'au final, on nous dit bah non. Donc... Ouais, mais du coup, ça change pas vraiment la cible éditoriale, c'est toujours un shoujo. Donc vous, public, communauté shoujo, vous allez quand même aller dedans, mais vous allez manifester votre mécontentement. C'est ça, mais après, le problème, c'est qu'on n'a pas envie de soutenir un éditeur qui fait ça. On a tellement de mangas à acheter de partout, on va préférer soutenir des petits éditeurs qui nous respectent plutôt que de gros éditeurs qui se foutent de notre gueule, tu vois. Alors, si l'abandon des cibles éditoriales semble être l'option la plus probable, la plus pertinente, la plus intéressante pour essayer de vraiment casser complètement les clichés qu'on a, eh ben la communauté shoujo a quand même un tout autre avis sur la question. Je dis que les cibles éditoriales, ça sert à rien de les supprimer. Ce qu'il faut retirer, c'est les préjugés et la misogynie des lecteurs. Donc en fait, cette histoire de oui, enlever les cibles éditoriales pour que des gens découvrent, mais découvrent quoi ? Découvre rien du tout en fait. Ce qu'il faut mettre devant les gens, c'est la misogynie qu'on subit, la misogynie de la part des maisons d'édition. C'est ce genre de choses qui existent. Alors forcément, lorsque Glénat édite Jadougar et en fait un exemple de leur nouvelle ligne éditoriale qui se veut complètement sans catégorisation, du moins sur le papier, eh ben ça fait rager. Moi pour Glénat, ça m'avait énervé parce que je comptais sur eux pour éditer Jadougar en shoujo parce que enfin voilà quoi, c'est ce que j'attendais d'eux et c'était un manga qui permet de montrer justement la diversité du shoujo. Moi c'est vraiment le genre de truc où je me dis bah quelqu'un qui n'y connaît rien au shoujo, qui va regarder cette couverture, qui va dire oh mais c'est pas le style que je m'imaginais du shoujo, déjà visuellement c'est pas du tout dans les stéréotypes du shoujo, mais même au niveau de l'histoire et tout, quelqu'un qui va lire ça va se dire ah ouais quand même c'est vrai que ça change. Sauf que la volonté de Glénat à ce moment-là, elle est tout autre, selon notre journaliste spécialisé. Glénat, ils ont été achetés chez Jadougar.
Je les en remercie, premièrement. Quand tu sors un titre comme ça et que tu as envie qu'il rencontre son plus grand lectorat possible, bah ouais, t'as abandonné le combat. Je suis désolé, hein. Glénat sort ce titre avec pour volonté de le mettre dans le plus de mains possible. Ouais. Ils sortent pas ce titre avec pour volonté montrer qu'il y a des bangers dans le shoujo. Et donc forcément, le shoujo est un peu impar dans tout ce micmac, étant donné que globalement, ce qui est la peur numéro 1 finalement des lecteurs et lectrices de shoujo est que le shoujo va être de facto invisibilisé si on retire les cibles éditoriales. Mais l'idée, c'est qu'en fait, toutes les cibles éditoriales soient invisibilisées. Donc en fait, on mettrait toutes les cibles éditoriales sur un même pied d'égalité, finalement. Mais je peux comprendre que ça fasse grincer des dents et dans une volonté politique de se battre pour le shoujo, de défendre le shoujo en tant que tel pour toutes les problématiques féministes qu'il y a derrière, en fait, et que ce serait un problème. Alors, entre les shonen qui basculent en shoujo car ce sont des romances, entre les shoujo qui passent en seinen car trop violents, et tout l'usage qu'on fait de ces termes en France, il est normal que le public soit complètement perdu. On assiste donc à une réinvention de ces termes, shonen, shoujo, josei, seinen, etc., où chacun a un peu sa propre définition finalement. On utilise en fait un système dont on n'a ni le lore, ni le background, donc toute la partie magazine de pré-publication, on ne l'a pas sur les territoires français, mais on va quand même continuer de les utiliser. Donc on va finalement les travestir, leur donner une définition autre, leur donner une signification qui n'est pas celle de base, qui est au Japon, et en fait, je pense qu'on a finalement donné beaucoup trop d'importance, en fait, aux cibles éditoriales, de manière générale. Là où ce n'est juste qu'une cible marketing pour viser un public, on en a fait... Des termes absolument sacralisés, qui ont une importance, toi tu fais partie de la communauté shonen, toi tu fais partie de la communauté shoujo, ça c'est un seinen parce que c'est comme ci, c'est comme ça. Et en fait on a finalement accolé petit à petit des stéréotypes, des clichés, toi tu coches telle case donc tu vas rentrer dans ça, toi tu vas rentrer plutôt dans celle-ci et finalement on s'y perd. L'idée c'était de coller à notre lectorat, le lectorat français qui, on est d'accord là-dessus, n'est pas le même que le lectorat japonais. Donc on a voulu utiliser ces termes, mais à quel prix? C'est comme ça qu'on entend que Blue Box est un shonen qui flirte avec le shoujo, que Nana est forcément un josei, car c'est des sujets matures, que Chainsaw Man aurait dû être un seinen, puisque trop violent, voyons. Sauf qu'aucune de ces réflexions, elle n'a de sens si on prend en compte le système éditorial, en fait. Et donc forcément, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas de définition stricte de chaque catégorie éditoriale. Il existe plutôt un ensemble de codes esthétiques, de visuels, de narratifs qu'on associe à ces catégories. Des codes qui vont évoluer, qui vont s'adapter au lectorat, aux tendances, qui vont vraiment bouger au fur et à mesure du temps. Ces codes ne vont pas être exclusifs à une cible éditoriale en particulier. Alors certes, certains aspects vont être plus traités dans le shoujo que dans le shonen, ou inversement. Mais tu peux quand même voir ces aspects traités dans les deux cibles éditoriales, voire les 4, 5, toutes les cibles éditoriales. C'est pas impossible, c'est pas infaisable, et c'est pas des ovnis. C'est juste que c'est des questions éditoriales, c'est des questions de marketing, c'est des questions d'argent en fait. Voilà. Et lorsque les mangaka eux-mêmes disent qu'ils comprennent qu'on mégenre, entre guillemets, car on parle pas de genre, mais qu'on mégenre leur titre, il y a de quoi être confus en fait. Et c'est le cas de l'auteur de Berserk, Kentaro Miura, qui dans une interview explique qu'il fait sens pour lui qu'on associe son manga au shoujo, puisqu'ils sont surtout un moyen d'expression fort des sentiments, et que donc ce n'est pas aussi forcé que dans les mangas garçons, que c'est plus naturel. C'est bon pour vous? Il est évident qu'aujourd'hui ce système de catégorisation ne représente plus du tout ce qu'il était il y a une trentaine d'années, et qu'il participe plus à embrouiller les esprits qu'autre chose. Quand ça s'est construit, quand le manga, tu vois, ça fait plus de 30 ans maintenant que c'est arrivé en France. Quand ça s'est construit, ça avait du sens, parce qu'il fallait justement faire arriver le genre, faire comprendre que, tu vois, si tu dis c'est du shonen, tu peux aller sur les autres titres shonen, parce que t'as aimé, t'as aimé Dragon Ball, tu peux aller sur d'autres titres shonen, tu vois. T'as aimé Nana, tu peux aller sur d'autres titres shoujo. C'était une façon de diriger le lectorat, tu vois, un peu comme c'était fait au Japon. Et vu qu'ils voulaient diriger le lectorat, au début, il n'y avait pas une richesse éditoriale folle.
Tu vois, évidemment que les shonen se ressemblaient quand même pas mal, évidemment que les shoujo se ressemblaient pas mal, parce qu'ils proposaient des choses qui étaient en rapport avec ce qui avait fonctionné, tu vois. T'avais pas la richesse éditoriale que tu as maintenant. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais là, on est en 2025, on a une richesse éditoriale dingue. Tout à fait. Et vraiment, c'est incroyable. Là, aujourd'hui, ça a tellement évolué, c'est tellement riche et tellement différent qu'on ça a plus le sens qu'on pouvait lui donner il y a 30 ans ou 20 ans, quoi, tu vois. Ça me semble pas... C'est pas grave que ça soit construit comme ça, mais je pense qu'il y a une évolution à faire. Et voilà, nous, ne pas mettre de catégorie, c'était même devenu logique pour nous, tu vois. C'est-à-dire que dans notre parcours de lecteur... on avait déjà éludé ces genres. Au-delà du système bien ancré des magazines de prépublication, il existe une nouvelle forme de publication qui vient un petit peu challenger les codes, bousculer les codes, le numérique. L'avènement des webcomics, donc ces séries publiées sur le web, va permettre une petite révolution dans le milieu du manga et surtout va permettre aux barrières que le manga a de tomber. En tout cas, certaines. En fait, il y a une flexibilité des magazines ou des sites, je ne sais pas comment on peut appeler ça vraiment maintenant, qui est encore plus importante qu'avant. Déjà, avant, on avait certains, par exemple, Shin Vicha, il était calé dans un magazine pour hommes adultes, quoi, tu vois. Parce que ça arrive, en fait. Ça peut être tout simplement un éditeur qui arrive avec une autrice ou un auteur dans notre magazine, ça peut être pour tenter quelque chose, ça peut être... Il y a plein de raisons qui font que ça se faisait déjà en magazine papier. Mais là, en fait, tu as une telle flexibilité en magazine numérique que ça arrive de plus en plus, hein. Honnêtement, il y a une hybridation qui est encore plus importante dans les magazines de maintenant. Mais cet avènement du numérique, il amène aussi son lot de nouvelles problématiques. Aujourd'hui, de toute façon, avec le numérique, n'importe qui peut lire ce qu'il veut sans qu'on voit de loin ce qu'il est en train de lire. Tu vois, ce qui était... Alors, ce qui est dommageable pour le côté publicité, parce que tu vois moins, ah ça c'est le Shonen Jump, tu vois moins ceci. Tu sais, c'est Araki quand il a trouvé son style graphique pour Jojo, il avait vachement étudié ce qui marchait et il a eu son moment Eureka à lui. C'était j'ai compris que tous les mangas qui explosent, enfin, tous les mangaka qui ont explosé, c'est ceux où tu es à l'autre bout de la pièce, donc dans la classe ou à l'autre bout du wagon de métro, tu vois quelqu'un en train de lire, tu dis ça c'est du Toriyama, ça c'est du Mitsuo Adachi, ça c'est du bidule. Ouais. C'est comme ça qu'il a été chercher son style pour être sûr qu'à 10 mètres on voit que c'est du Araki. Alors, nombreux sont les titres qui vont être publiés d'abord sur le web et ensuite être adaptés en manga. Et notamment, c'est le cas d'un très connu, Horimiya, qui a fait d'ailleurs beaucoup parler. Horimiya s'est d'abord publié en ligne sur le site web de l'auteur. La série va être redessinée par la suite pour sortir en format manga dans le Monthly G-Fantasy de Square Enix, qui est un magazine shonen. Horimiya va donc à partir de là être catégorisé shonen, sauf qu'à la base, l'œuvre est publiée sur le numérique. L'œuvre n'a pas de genre. L'œuvre s'adresse à qui veut bien le lire. Mais comme il faut en fait s'adapter à des critères éditoriaux, de publication, de pré-publication dans des magazines, il va falloir lui coller une étiquette. Et en l'occurrence, ça sera l'étiquette shonen. Et on peut aussi évoquer les mangas qui sont tirés de romans ou de light novels. Le support de base n'étant pas du manga, quel est l'intérêt, quel est le sens d'aller lui accoler une étiquette? C'est juste une question de rentrer dans une case parce que c'est la norme, donc il faut bien lui donner une case à cocher, quoi. Oui. Encore une bonne manière de perdre ses lecteurs. Super. Malheureusement, indépendamment de ce qu'on pense, le système éditorial, il a pris une place assez considérable en France et il est très difficile aujourd'hui de s'en extirper. La raison pour laquelle la cible éditoriale persiste, c'est pour quelque chose que les gens ne savent peut-être pas. C'est que nous, en tant qu'éditeurs de manga, lorsqu'on va sortir une nouveauté, auprès de notre distributeur, en fait, on doit créer une fiche. C'est une fiche qui va rentrer dans les bases de données que vous pouvez retrouver sur Amazon, sur Fnac, sur BD Fugue, un peu partout. Et en fait, quand on doit remplir cette fiche, on a pas mal d'informations à rentrer, ça peut être le titre, ça peut être le nom de l'auteur, l'ISBN et tout. Mais il y a une partie également qui est extrêmement importante, c'est les thématiques, donc les mots-clés qu'on va donner. Donc par exemple, si c'est un thriller, si derrière ça va être du fantastique, autre chose. Et surtout, il y a une chose qui est encore obligatoire, mais qui vient pas de nous, qui vient de la demande des distributeurs, donc des Fnac, des Cultura et tout, qui eux doivent gérer leur base de données. C'est ce qu'on appelle un thème CELIL, donc un thème CLIL. Et en fait, ce thème-là va permettre aux bases de données des différents distributeurs diffuseurs de classer entre guillemets les mangas.
Et du coup, en fait, on n'a presque pas le choix. Lorsqu'on doit mettre ce thème clean, en fait, on doit mettre un code qui correspond, entre guillemets, à une cible éditoriale. Et il y a bien marqué shonen, seinen, kodomo. Et donc, ça fait que, malgré notre volonté, entre guillemets, d'aller plus vers des thématiques plutôt que de la cible éditoriale, on est encore obligé de donner des cibles éditoriales, puisque la plupart des magasins, des librairies qui vendent des mangas continuent à utiliser justement la cible éditoriale pour classer leurs mangas. Maintenant qu'on connaît les tenants, les aboutissants de ce système, qu'on a compris d'où est-ce qu'il venait et l'usage qu'on en faisait aujourd'hui, il est temps de trouver une manière plus pertinente et accessible pour segmenter les mangas en essayant de faire fi de tous les stéréotypes et les clichés qu'on a déjà. Dans cette vidéo, je vous ai déjà parlé du Renard Doré. À la base, c'est une librairie qui a été fondée par Michael Brun-Arnaud, qui avait à cœur de s'extirper, de s'émanciper des carcans habituels, shoujo, shonen, seinen, vous les connaissez maintenant, et de proposer une nouvelle classification de manga en vraiment retirant, brisant ces codes-là. Et donc de ce projet-là va découler très naturellement une collection attachée aux éditions Rue de Sèvres avec les mêmes envies. Et pour moi, c'est le point de départ de notre solution. C'est cette envie de briser, de casser ce système éditorial qui véhicule beaucoup trop de préjugés, de stéréotypes, de clichés et évidemment beaucoup de confusion auprès du public. Et dans la même lignée, c'est une maison d'édition historique qui entame un chemin similaire. Elle a publié One Piece ou encore Dragon Ball et Akira. Je parle bien sûr de Glénat. Jusqu'ici, sur les mangas Glénat, nous avions un code couleur et puis une petite pastille qui indiquait le nom de la collection, soit shonen en vert, shoujo en rose, seinen bordeaux. Nous avons décidé de nous affranchir de ces collections sur les ouvrages. Les magazines au Japon commencent à changer, le public change aussi, les œuvres sont un peu moins réduites à certaines collections bien précises. Donc pour suivre justement cette évolution naturelle du manga, nous avons décidé sur les livres, de s'affranchir de ces collections. Et en parallèle, des mots figureront sur la 4e de couverture des mangas qui commenceront à sortir. Alors, il nous explique bien que ça va pas concerner les publications déjà en cours, mais uniquement les nouveautés. Et évidemment que c'est un système qui prendra du temps à être formaté, à être changé et à évoluer tout simplement. Et personnellement, encore une fois, je trouve que c'est une excellente initiative. Certes, les grandes cibles éditoriales peuvent représenter un repère assez considérable, assez important pour les néophytes. Ça, je peux l'entendre. Mais je trouve qu'il serait beaucoup plus judicieux, au vu de toute la diversité éditoriale qu'on a en France, de commencer à vraiment orienter les lecteurs vers des mangas triés par thématique, par sujet, par genre et ou par âge. Plutôt que dire ça c'est pour filles, ça c'est pour garçons. Exemple pour les genres, la fantasy, l'action, l'horreur, le slice of life, la romance. Mais le problème se poserait du coup lorsque un manga est multigenre, qui possède plusieurs différentes grosses thématiques on va dire. Mais pour le coup, rien n'empêche de proposer plusieurs mots-clés et pas juste un seul en mode slice of life. On peut prendre l'exemple d'un Yona avec des thématiques comme l'aventure, l'historique, la romance également. Pour un Sakamoto Days, on irait plutôt sur des thématiques d'espionnage, de vie de famille, mais aussi de combat, histoire de montrer finalement la diversité que peut proposer le manga. Un seul manga en lui-même peut vraiment aller sur beaucoup de thématiques différentes et c'est ça qu'on devrait mettre au devant de la scène plutôt que ça a été écrit pour les filles et ça a été écrit pour les garçons. Raisonner par thématique permettrait de trier mieux les œuvres et de voir assez rapidement ce qu'on peut attendre du titre. Car si on continue avec le système actuel, on se retrouve avec Nana, Tomie, Banana Fish ou encore Jeanne et Serge, tous labellisés shoujo avec des thématiques complètement différentes et un lectorat qui va pas forcément être le même puisque le premier est principalement du slice of life, le deuxième est de l'horreur, le troisième de l'action et le dernier du sport. Et surtout, on se rend compte que cette segmentation éditoriale ne va pas être un aussi bon guide qu'on l'imagine. Et c'est Freddy, le fondateur de l'application Manga Collect, qui nous l'explique. Mais c'est vrai que là, ça m'est très souvent demandé aussi par des jeunes parents qui utilisent l'application pour leurs enfants. Et c'est vrai que des fois, c'est pas assez précis, un shonen et seinen, pour savoir est-ce que c'est un 12+, est-ce que c'est un 14+, ou un 16+. Alors justement, on pourrait aller sur un système un petit peu comme à la jeu vidéo, avec plutôt des segmentations par âge
Peggy 16, Peggy 18, donc des mangas à partir de 13 ans, à partir de 16 ans, à partir de 18 ans, histoire de beaucoup mieux orienter sur le lectorat, l'âge du lectorat, l'âge que peut avoir le lectorat de tel ou tel titre. Exemple, les carnets de l'apothicaire pourraient être lus à partir de 12 ans à peu près, et un berserk à partir de 18 ans. Et j'ai pas du tout choisi ces exemples innocemment, puisque ce sont tous les deux des seinen. Le premier étant publié dans le Big Gang Gang Comics et le deuxième dans le Young Animal, ça en fait tous les deux des seinen. Et vous voyez bien qu'au-delà des thématiques, les mangas n'ont absolument rien à voir. Et même en termes d'âge, Berserk 18 ans, Carnet d'apothicaire 12. Et au niveau du genre, alors il y en a un qui s'adresse à des garçons, Berserk, parce que c'est violent, qu'il y a de la bagarre, et puis l'autre, il s'adresse aussi aux garçons. Bizarre ça! Pardon, je sais que je suis aigrie à ce stade de la vidéo. Raisonner par âge permettrait aux parents de beaucoup mieux orienter leurs enfants sur certaines lectures et ça éviterait qu'on continue de voir des jeunes enfants de 10, 11, 12 ans avec un berserk dans les mains. C'est plus possible. Alors forcément, tu te dis, c'est un seinen, normalement tu mets pas un seinen dans les mains d'un très jeune garçon, mais ces termes-là, ils sont pas aussi limpides pour tout le monde. Les gens qui ne lisent pas du manga, qui ne consomment pas du manga de manière très intensive, tu vois, qui sont un peu des néophytes finalement, ils vont pas forcément comprendre directement ce que ça veut dire seinen, ce que ça veut dire shonen, shoujo, et on a bien vu tout au long de la vidéo que ça avait plus vraiment de sens. Et oui, à cause de ça, on a aussi des gens qui sont complètement mal orientés sur leur lecture, parce que c'est des termes qui sont un micmac impossible à comprendre et à déchiffrer en fait. Je pense que gommer les cibles éditoriales permettrait de briser les clichés de genre qu'on y associe. Peut-être que ça permettrait d'ailleurs à un lectorat qui de facto ne va pas aller vers du shonen ou ne va pas aller vers du shoujo, d'y jeter tout simplement un coup d'œil parce que les thématiques vont lui plaire. Alors que peut-être que cette étiquette, labellisée shoujo, labellisée shonen, va le repousser, va lui faire peur. Ah, moi je suis un mec, je lis pas du shoujo, ah, moi je suis une meuf, le shonen c'est pas pour moi parce que ça s'adresse à des garçons. C'est un petit peu l'image qu'on renvoie avec ces catégorisations, c'est le shoujo, attention, faut que ça soit que des meufs qui le lisent, le shonen, faut absolument que ce soit des mecs qui le lisent. C'est plus comme ça depuis des années, tout le monde lit de tout finalement, et il n'y a aucun problème pour un mec de lire du shoujo, c'est totalement ok. Et il n'y a aucun problème pour une meuf de lire du shonen ou du seinen ou peu importe en fait. D'ailleurs, ça permettrait aussi à la romance de s'extirper enfin de son image à coller au shoujo. Ça, il y en a marre. La romance est un genre à part entière et il faut absolument commencer à concrètement le considérer comme tel. Il peut s'adresser autant à des garçons qu'à des filles et tout le monde peut en lire. Il n'y a pas ce truc de le shoujo c'est de la romance c'est du shoujo, et dès qu'il y a des shonen qui sont de la romance, on les passe en shoujo. Non, ça c'est plus possible. Et en effaçant, ou au moins en faisant évoluer les cibles éditoriales, on va commencer petit à petit à briser ces clichés, ces stéréotypes qu'on a qui ne font que du tort à la communauté et au manga en lui-même. En fait, simplement, je pense qu'il faut arrêter de genrer les mangas de manière aussi systématique. Je pense que ce qu'on doit rechercher d'abord dans une œuvre, c'est si le scénario, l'histoire nous plaît, si les dessins nous plaisent, si on aime l'univers de l'auteur, si les thématiques abordées nous correspondent, et point. On est d'abord censé porter de l'importance au contenu plutôt qu'à cette étiquette, plutôt qu'à cette catégorie qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Je peux entendre cet argument pour des mangas qui ont 20 ou 30 ans, qui ont été écrits à une autre époque, avec d'autres codes, avec une codification des magazines de prépublication qui était plus importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand des nouveaux mangas sortent, des nouvelles séries commencent à apparaître au Japon, tu peux plus dire aussi naturellement ça c'est pour un public masculin, ça c'est pour un public féminin. Alors certes, il y aura toujours des codes qui vont persister, il y aura toujours une patte graphique, peut-être certains sujets plus abordés que d'autres, mais on peut plus décemment dire va lire ça parce que de toute façon c'est pour les mecs, tu vas forcément aimer, ou va lire ça parce que de toute façon t'es une meuf, tu vas forcément aimer le shoujo. Ça fonctionne plus de manière aussi limpide et normale en fait. C'est pas aussi évident et au-delà de ça, ça continue en fait de véhiculer des stéréotypes très liés au genre, parce que les filles vont avoir que envie de lire des trucs pour filles et les mecs vont avoir que envie de lire des trucs pour mecs.
Sauf que c'est plus du tout le cas, il y a plein de milieux, plein de domaines qui sont complètement plus genrés, où il y a une certaine parité, où autant les filles que les garçons se dirigent vers un milieu voilà, qui vont les intéresser, tout simplement parce qu'on fonctionne à la thématique, au coup de cœur. On s'en fout de savoir si c'est pour un mec ou pour une meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'avait vraiment fait tilter lorsque on voit des titres comme Bloom sortir. Bloom, c'est un manga qui a un énorme lectorat féminin. De ce que j'en vois sur les réseaux sociaux, de ce que aussi la maison d'édition sous-entend d'une certaine manière. Voilà, c'est un manga qui est issu par beaucoup de lectrices, donc de femmes, de jeunes filles. Et pourtant, c'est un shonen. C'est de la romance. Mais c'est un shonen de romance. Et donc, quand on a des titres comme ça, qui en fait se démarquent un petit peu, et il a même fait la polémique parce que des gens pensaient que c'était du shoujo, parce qu'encore on continue de penser que voilà, le shoujo est égal romance, et ben je me dis, mais la cible éditoriale ne sert plus à rien dans ce cas-là. À quoi elle sert, cette cible éditoriale? Tant que toi, en tant que mec ou en tant que meuf, tu apprécies le titre, tu as envie d'aller vers parce que l'intrigue te plaît, que les personnages te plaisent, que le lore te plaît, que le dessin te plaît, bah vas-y, ne te mets pas une barrière ou ne t'autorise pas à aller vers un titre juste parce qu'il est labellisé shoujo, juste parce qu'il est labellisé shonen. Et ça, c'est mon avis. C'est comme ça que j'ai construit la vidéo également. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit un petit peu dans la vidéo, je peux comprendre qu'il y a évidemment d'autres points de vue sur la question, notamment du point de vue du shoujo. Je peux complètement l'entendre. Maintenant, ce n'est pas mon avis. Moi, j'estime que ça bénéficierait au shoujo, puisque je pense qu'il va pouvoir mieux se vendre, plus se vendre, et peut-être enfin commencer à peut-être intéresser un plus large public aussi, hein, dès qu'on cassera ce côté shoujo qui fait tant peur à tant de monde. Et donc je pense que ça bénéficierait au shoujo, ça bénéficierait au shonen, au seinen et à toutes les autres catégorisations éditoriales. Maintenant, on n'en est pas encore là. Je pense qu'il y a quand même une transition à faire. Surtout, je pense que petit à petit, avec des maisons d'édition comme Glénat, avec des collections comme le Renard Doré, petit à petit, on va arriver sur, on ne veut pas forcément mettre en avant la cible. Elle existe toujours, parce que comme on l'a vu dans cette vidéo, elle est toujours là, elle est ancrée, et on ne va pas pouvoir s'en libérer aussi facilement. Mais petit à petit, il va falloir un peu l'effacer, et peut-être que ça permettra, quand quelqu'un tombe sur un shoujo qui n'est pas labellisé shoujo, mais que ça va lui plaire, et ben on va lui dire, bah ça, tu sais, c'est du shoujo à la base. Mais tu l'as lu, tu as aimé, il n'y a pas à avoir honte, et point. Mais peut-être lui dire, bah voilà, ça c'est du shoujo, ça montre la diversité du shoujo, etc. etc. Donc voilà, c'était mon point dans cette vidéo. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, que j'espère vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré l'écrire, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo, à voilà, discuter avec certains intervenants, avoir des débats aussi, hein, notamment lors du Space Twitter, que j'ai beaucoup aimé organiser. Et voilà, c'est un peu une vidéo que j'attends de faire depuis le début de ma chaîne YouTube, parce que je trouve que le sujet est très intéressant, et à la fois, pour certains, ça peut aussi être un non-sujet, mais c'est un sujet qui apporte le débat, c'est un sujet qui apporte une problématique, et chacun va avoir son avis sur la question, et donc j'attends évidemment le vôtre. Moi, je suis assez tranchée sur le fait que je pense que les cibles éditoriales font plus de mal que de bien au manga, et c'est mon avis, voilà. Maintenant, j'attends aussi que vous partagez le vôtre dans les commentaires, parce que je sais qu'il y en a qui estiment que non, il faut quand même garder l'aspect historique des cibles éditoriales, qu'il y a quand même du bon dans les cibles éditoriales, ce que je peux entendre, mais mon avis est ce qu'il est, et malgré tout, je peux quand même, voilà, on peut quand même en discuter et avoir d'autres avis, et c'est ça qui fait le débat, et c'est ça qui fait la force du débat, et c'est très intéressant. Donc voilà, je vous laisse donc me donner tous vos retours dans les commentaires sur le format de la vidéo. Si vous avez aussi des remarques un peu constructives sur comment améliorer peut-être le format, n'hésitez pas, ça peut être cool. Et sinon, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!